Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, merci déjà d'être venus nombreux ce soir pour cette journée particulière, parce qu'en effet aujourd'hui c'est la journée internationale de la forêt. Du coup on a fait venir des experts dans le domaine. Voilà, en Guyane on a quand même un rapport assez particulier par rapport à la forêt, l'espace qui couvre 96% de la surface guyanaise, avec plus de 1800 essences de bois parmi toute cette surface. Donc on est vraiment dans une zone géographique unique par rapport à ça, mais ça je suppose que vous vous en doutiez déjà. Donc on accueille ce soir deux intervenants, Olivier Bruno de l'ONF qui nous parlera de l'historique de l'exploitation forestière et de l'approvisionnement en bois, des besoins, etc. Ensuite, il y a Anna Nourik, directrice au Centre technique des bois et de la forêt, pardon, qui nous parlera des aspects plus techniques du bois, donc les qualifications techniques et mécaniques, les différences entre le bois de construction et le bois de structuration notamment. Donc voilà, nous avons deux personnes qui ont beaucoup bûché sur le sujet et je les remercie d'être là ce soir. Donc je passe maintenant la parole à Olivier Bruno. Merci Olivier. Bonsoir. Donc, ce soir, je vais vous parler un peu de l'historique de l'espoir. Comment ? Ah, c'est la première fois qu'on me dit que je parle pas fort. Ah, c'est le micro qui va pas ? Là, c'est bon, là ? Ok. Oui, donc je vais vous parler un peu de l'historique de l'exploitation forestière, mais de l'approvisionnement en bois en Guyane. Et pour ça, je pensais que c'était intéressant de faire aussi un petit historique de l'exploitation, comment elle s'est déroulée en Guyane depuis que les premiers, et même bien avant les premiers arrivants. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la forêt guyanaise, elle était occupée bien avant que les colons arrivent, et donc elle a été occupée, mais elle a été aussi utilisée. Et donc que ça soit pour des prélèvements de bois, que ça soit pour des abattis itinérants, et donc il y a eu un impact quand même assez fort, assez prégnant de ces occupations amérindiennes sur la forêt, qu'on retrouve et qu'on peut retrouver notamment sur les peuplements forestiers. Donc la Guyane était habitée il y a bien longtemps, et donc on voit qu'il pouvait y avoir des occupations itinérantes, mais aussi des occupations plus longues qui ont marqué le territoire. Et on voit notamment qu'on a, alors là c'est des cartes de dynamique de la forêt, et on voit qu'on a des dynamiques beaucoup plus rapides dans le sud de la Guyane que dans le nord de la Guyane, qui pourraient être dues à des occupations aussi anciennes et longues qui ont marqué le territoire pendant très longtemps. Donc il faut comprendre que avant la colonisation, il y avait plus d'habitants en Guyane que d'habitants aujourd'hui en Guyane. Donc, mais la plupart de ces populations, au moment de la colonisation, plus de 99% de ces populations ont disparu avec les problèmes sanitaires, etc. Mais on voit quand même qu'il y a un gros marquage de leur passage et une grande transition entre quand la population amérindienne a décliné et maintenant, et on voit encore des marques dans le paysage forestier. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas uniquement de la forêt guyanaise, mais de différents types de forêts, parce que ça a marqué vraiment le territoire. À l'arrivée des Européens, et dès l'arrivée des Européens dans l'île de Cayenne, on a des références tout de suite sur l'utilisation des bois, et notamment des bois prestigieux, ou acapou, le bois de lette qui est la morette, la marante, le bois violet bien entendu, le satiné rubané. Et dans les notes de voyage de 1860-63 de Bouillet, il note aussi que les Français venaient en Guyane chercher des bois de couleur. Et on voit dans plein d'ouvrages que le bois de lêtre notamment se vendait au kilo et servait même de bas de laine. Donc c'était quand même des bois de haute valeur. Et on voit que ces bois ont été utilisés aussi pour la menuiserie ou l'ébénisterie dans la restauration.
au moment de la restauration. Donc on a certainement des meubles de la restauration qui ont été faits en bois de Guyane et exportés en métropole. Avant 1852, le micro, c'est bon. Avant 1852, les prélèvements, ils étaient de bois de couleur et de construction, étaient essentiellement localisés autour de l'île de Cayenne et sur les principaux fleuves, notamment le Maroni. Et ces prélèvements étaient essentiellement le bord de côte et le long des principaux fleuves. Et c'est pour ça que près de 100 ans après, en 1952, l'administration forestière a fait un constat qui mettait en évidence qu'entre 0 et 100 mètres, la plupart des bois de valeur avaient été exploités. Car il y avait de nombreux abattis, notamment liés aux abatteurs forestiers, mais aussi aux opérateurs, enfin aux chercheurs d'or, le long de ces fleuves. Et qu'au-delà de 300 mètres, il y avait généralement, ils allaient couper les bois, mais c'était des bois qui faisaient entre 4 mètres et 4 mètres 50 de long, et généralement pas des gros bois parce qu'il fallait les ramener à dos d'homme, et qu'au-delà, jusqu'à 1 kilomètre, ils pouvaient aller chercher si c'était vraiment des bois de valeur, donc qui justifiaient le fait qu'on aille les chercher à cette distance. L'exploitation forestière, elle est, dans ses premières années, elle est aussi très très liée à l'installation de l'administration pénitentiaire en Guyane, avec l'installation en 1857 sur le site des Halles et après avec l'installation des camps forestiers, notamment sur le bord du Maroni, qui étaient destinés justement à l'exploitation du bois, avec à mi-chemin entre Saint-Jean et Saint-Laurent, une scierie qui avait été installée aussi sur l'îlet Portal. Donc on parlait déjà aussi, et on va le voir, et ça va être aussi la discussion qu'on aura avec Anna tout à l'heure sur l'utilisation des bois. Déjà à cette époque, il notait qu'il y avait une grande diversité des bois exploités, que c'était assez compliqué d'exploiter la forêt était très riche, mais il y avait quand même une grande diversité qui fait qu'on avait une diversité de bois qui pouvait être pas évidente à valoriser, pour certaines. À l'époque, donc, il n'y avait pas vraiment d'exploitation forestière organisée. On appelait ça la coupe libre, c'est-à-dire qu'il y avait des abatteurs qui allaient en forêt. Généralement, soit ils avaient un contrat, c'est-à-dire qu'ils avaient un contrat avec un exploitant forestier qui leur payait d'avance, soit en nature, soit en monnaie, et ils allaient couper des bois en forêt, mais sans aucun contrôle de l'administration. Hein. Ou très peu. Et puis, ils employaient vraiment aucun outil vraiment mécanique, pas de réelle organisation. Donc, il y avait un vrai gaspillage de la ressource, hein, puisqu'ils valorisaient que des petites parties des bois qu'ils pouvaient abattre. Et puis, ils n'allaient pas très loin. Mais à l'époque, il y avait 108 espèces différentes qui étaient exploitées, et essentiellement pour l'ébénisterie. Donc le courbaril, le bocaux, le panacoco, l'amarante, et puis aussi quelques bois de construction comme la bagasse et le balatafran, et puis le bois rouge aussi. Et puis ils mettaient en place, on va voir, des chalands munis de flotteurs en tôle sur l'eau, donc pour redescendre les bois sur les fleuves, pour les ramener vers Saint-Laurent-du-Maroni en profitant de la marée. Et généralement ces bois étaient exportés après vers la métropole. Là, contrairement à ce qui peut se passer en ce moment, des fois les bateaux ils peuvent repartir vides quand ils viennent nous livrer les marchandises. Là, ils repartaient avec du bois qui repartait vers la métropole. Donc ces camps forestiers du temps du bagne, qui étaient installés essentiellement le long du Maroni, hein, avec les camps des Malgaches, de Charvin, Nouveau-Camp, le Corps-Lorrain, avaient tous à la fois des activités de défrichement, mais aussi de construction en bois, de production de bois, de charbon. Il y a eu aussi des tentatives d'installation de camps, notamment en Montagne d'Argent du côté de Saint-Georges, et puis liés à l'installation des camps des Anamites, hein, Sautigre, le camp de Cricangui, etc., mais qui ont été assez éphémères dans la durée, notamment avec la révolte des Anamites en 1934 et 1937. Donc on note quand même que toutes ces forêts qui ont été exploitées du temps de l'administration pénitentiaire
bon, on marque quand même un approvisionnement, enfin un appauvrissement, pardon, dans les espèces les plus fréquemment exploitées, telles que le wakapu, le carapa, mais aussi bien sûr la mourette, tous ces bois qui étaient très recherchés et qui ont été beaucoup prélevés dans les zones les plus facilement accessibles. Au début du XXe siècle, il y avait entre 6 à 7 000 tonnes par an de bois qui étaient exportés, avec surtout, et c'est là qu'au début du XXe siècle, l'angélique commence à prendre le dessus sur les espèces exploitées en Guyane, avec 2 à 3 000 tonnes exploitées d'angélique vers la métropole. Mais par contre, ça a été compliqué parce qu'il n'y a pas eu un vrai décollage de l'exploitation non plus, parce que la main-d'œuvre était très aléatoire. C'était soit des bagnards, soit de la manœuvre locale, mais dont l'activité d'exploitant forestier ou d'abatteur n'était pas son activité principale. Hein. C'était généralement des orpailleurs où ils faisaient autre chose. Donc, quand ils ne faisaient pas de l'orpaillage, de temps en temps, ils faisaient de l'abattage, mais c'était comme plutôt l'orpaillage qui est leur activité principale. Donc, on ne pouvait pas avoir une activité soutenue d'approvisionnement en bois. Et donc, c'était compliqué en termes d'approvisionnement. Donc, par contre, ce qu'on peut noter, c'est que les bois, le début du XXe siècle, c'est aussi l'avènement aussi des bois dits coloniaux, c'est-à-dire les bois qui venaient des colonies. Et donc, les bois de Guyane rentraient également avec les bois africains dans la classification des bois communs qui a été exportés vers la métropole. Donc, au début des années 30, au moment des grandes expositions coloniales, donc, on avait du bois de Guyane qui était vendu en métropole. Alors, soit il était vendu à la tonne, soit il était vendu au mètre cube. Donc, alors ça dépend. Il y a certaines espèces comme l'amarante, c'était plus intéressant de l'acheter au mètre cube que l'acheter à la tonne, alors que l'angélique, c'était plus intéressant de l'acheter à la tonne qu'au mètre cube, etc. Mais c'était généralement des bois, ça c'est les prix livrés métropole. Ça comptait le transport et la livraison métropole. Et avec des sociétés guyanaises qui étaient installées en métropole d'importation des bois. Mais pareil, la crise de 1929 a un peu cassé tout ça, a cassé un peu l'euphorie qui avait été un peu mise en place par justement tous les bois coloniaux, le fait qu'on avait beaucoup de bois dans nos colonies. Et donc là, on voit que, par exemple, le prix du bois de rose, il est passé de 165 francs à 60 francs du jour au lendemain, comme le prix de la mourette qui est passé de 1600 francs à 250 francs. Donc, vraiment une dégringolade des exportations de grumes qui sont passées en dessous de 1000 m3 par an pour atteindre à peine 550 m3, 550 tonnes en 1934. Donc on a vraiment eu une baisse ou très peu de productivité pendant on va dire la première moitié du XXe siècle. Dans ces années-là, il n'y avait que 2 scieries qui fonctionnaient. L'une sur l'îlet de Portal sur le Maroni et une à Regina sur la Proag. Mais pareil, ils avaient des équipements qui étaient quand même globalement assez obsolètes et puis ils débitaient que des petits diamètres pour décarissage et production dérisoire. Donc, alors malgré la persistance de cette activité forestière par l'administration pénitentiaire et puis la création aussi de sociétés comme les bois de tonnerie de Guyane, à Mana, eh ben, les premières séries, il n'y a pas eu vraiment de décollage de l'exploitation forestière et l'exportation de bois de Guyane tel qu'il était prévu dans les grands documents qu'ils avaient. Donc on peut noter qu'en près d'un siècle, hein, entre 1852 et 1946, on a eu une exploitation qui a été à peu près inférieure à 200 000 m3 hein, pendant un siècle. Ça veut dire que sur à peu près 50 000 hectares parcourus, ça veut dire qu'on a eu à peu près un prélèvement autour de 4 m3 hectares, mais avec des répartitions très hétérogènes. Hein. On l'a vu, hein, c'était essentiellement le long des fleuves ou sur la côte, et donc vraiment pas très bien réparti sur le territoire. Et donc, bon, à l'exception du bois de rose, bien sûr, et du balata, mais dont je ne parlerai pas vraiment aujourd'hui, où là, l'exploitation a concerné pratiquement la totalité du territoire, puisqu'on peut retrouver des balatas saignés, même jusque sur les pentes du mont Itoupé, au centre de la Guyane. Donc, ils sont allés partout chercher de la gomme de balata.
Là, quelques images pour dire que, à l'époque, les pistes de débardage, c'était des ouvertures dans lesquelles après ils installaient des décovilles, donc des petites voies ferrées pour sortir les bois. C'était comme ça qu'on sortait les bois, hein. On n'avait pas les engins, donc on avait des petites décovilles. Voilà, où on les chargeait, et après on les chargeait justement sur des bogies, hein, des chariots pour sortir les bois et les ramener vers le fleuve ou vers les voies où on pouvait circuler. Donc on voit que le débuscage des bois se faisait à main d'homme, hein, donc et puis c'était un petit. Alors j'ai dit que c'était pas tellement contrôlé, mais c'était un petit peu contrôlé quand même. De temps en temps, il y avait un contrôle de l'administration qui venait contrôler. Et puis quand ces décovilles arrivaient vers le fleuve, notamment là vers le Maroni, elles étaient chargées sur des radeaux pour après les descendre vers l'îlet Portal ou vers Saint-Laurent-du-Maroni, puisque à l'époque on exportait aussi des grumes, hein, et pas que des sillages, pour après être exportés. En 1946, il y a eu vraiment la création de l'administration forestière, avec notamment l'arrivée d'un homme important qui est Paul Bénat, qui a été conservateur des eaux et forêts, et qui a impulsé une nouvelle direction pour la gestion, enfin la connaissance des forêts, parce qu'il s'est dit si on sous-valorise autant la forêt guyanaise, c'est qu'on la connaît pas bien. Et donc pour la connaître, il va falloir qu'on aille faire des inventaires. Mais avant d'aller faire des inventaires, il faut qu'on sache aussi reconnaître les essences. Donc il a travaillé notamment à la constitution d'une flore. Voilà, vous pourrez la regarder pour ceux qui s'intéressent. La flore de Paul Bénat, où il y a à peu près une centaine, plus d'une centaine ou 300, une centaine d'espèces qui ont été décrites. Et puis surtout Paul Bénat, alors je regarde Sophie qui est là, qui est la conservatrice de l'herbier de Cayenne. Et c'est vraiment lui qui a mis en place, et c'est sur son impulsion qu'a été construit l'herbier de Cayenne. Donc c'est quand même un homme important pour la connaissance en Guyane. Et c'est aussi sur son impulsion qu'a été créée la première école de prospecteurs forestiers. Donc notamment les prospecteurs qui travaillent notamment chez nous à l'ENF, c'est des noirs marrons, et qui ont développé des connaissances aussi à ce moment-là, et on a créé une école de prospecteurs forestiers dont les descendants sont encore ouvriers prospecteurs à l'ENF aujourd'hui. Donc ces grands inventaires stratégiques, hein, entre les années 50 et 70, ils ont concerné essentiellement le nord de la Guyane. Donc il y a eu des premiers inventaires qui ont été réalisés par ce qu'on appelle le BAFOG, qui est le Bureau agricole et forestier guyanais, qui a sévi entre 1952 et 1960, et où ils ont fait l'inventaire de tous les arbres de 50 cm et plus sur 50 000 hectares entre la Comté et l'Orapu. Et ensuite, il y a eu surtout le grand inventaire qu'on appelle l'inventaire au millième, qui est un inventaire qui a concerné 3 millions d'hectares de la bande côtière ou du nord de la Guyane, avec des inventaires sur des centaines de kilomètres espacés de 10 km et inventoriés du nord au sud. Donc ça, c'est un inventaire qui a duré presque 10 ans, et où là, les équipes partaient, et quand ils atteignaient un fleuve, ils étaient ravitaillés par une pirogue avec des sacs de riz, du ravitaillement, et ils continuaient. Donc ils sortaient pas de forêt. Donc c'était vraiment des inventaires. Quand on allait en forêt, hein, et on y restait un certain temps. Donc. Et puis il y a eu aussi dans les années 70 qu'on appelle les inventaires papetiers, qui ont été réalisés par l'ONF et le CTFT, qui est l'ancêtre du CIRAD en Guyane. Parce que l'objectif c'était aussi d'implanter une industrie de pâte à papier en Guyane, et donc de caractériser les forêts, et notamment ces forêts plus au nord là, de la Guyane, pour les caractériser en termes de diversité, et pour pouvoir après couper cette forêt, valoriser ces bois, et après faire des plantations pour mettre en place une industrie de pâte à papier. Bon, c'est quelque chose qui s'est après pas mis en place, mais qui était envisagé dans les années 70.
Donc c'est aussi cette période-là, c'est la période où commencent à se mettre en place aussi les premières permis et concessions forestières, notamment là dans le nord de la Guyane, et où les premières exploitations un peu, enfin on va dire organisées, commencent à se mettre en place. Alors on voit bien que dans ces inventaires-là, bon, c'était quand même des inventaires très lourds, parce qu'à l'époque, alors déjà, il y a très peu de dessertes à l'intérieur du territoire aujourd'hui, mais il y en avait encore moins à l'époque. Donc c'était quand même très, très, très lourd à mettre en place. C'est pour ça qu'on a une grande partie du territoire, puisque la route entre Regina et Saint-Georges n'existait pas à l'époque, donc qui n'a pas été inventoriée, puis tout le sud de la Guyane n'a pas été inventorié. Mais on note qu'ils sont quand même allés quasiment, enfin ils sont allés jusqu'à la montagne Kotika, quoi. Donc ils sont quand même allés assez loin à l'intérieur du territoire. Alors, pendant cette période des premiers, entre 1951 et 1976, on a eu à peu près 800 000 m3 qui ont été exploités sur à peu près 200 000 hectares. Donc ça fait à peu près 4 m3 par hectare qui ont été exploités. Donc là, c'est juste un exemple pour, au tout début, l'exploitation Rougier, c'était l'exploitant qui était avant la Ciris Valène. C'est l'ancêtre de la Ciris Valène sur la montagne de Caux. Et donc les bois, il n'y avait pas de pont. Alors là, on parle encore pour les vieux Guyanais comme nous, mais à l'époque, on n'avait pas de pont pour aller à Roura, ni pour aller sur la montagne de Caux. Donc les bateaux venaient à Fort-Gassier et chargeaient les bois sur des bateaux pour après soit les amener sur Cayenne, soit et les mettre sur un autre bateau pour les amener en métropole. Ou aux Antilles, parce que je dis métropole, mais il y avait aussi des exportations aux Antilles. Il y a eu une période aussi dans les années 75, qui est le lancement du plan vert et justement là, la montée en puissance de l'exploitation forestière. Donc, alors avec des grands objectifs de développement de l'activité aurifère, de développement de l'activité agricole, où on allait mettre des vergers, des abattis, etc. Donc je ne rentre pas dans le plan vert et dans l'échec qu'il a eu, enfin dans son échec des années 75. Mais ça a été aussi là où on a commencé à poursuivre la structuration de l'exploitation, notamment encore dans les permis forestiers, mais avec néanmoins une exploitation qui était quand même encore pas très organisée et très concentrée sur les plus beaux arbres et les plus facilement accessibles de part et d'autre des pistes. Donc une vraie sous-valorisation de la surface et donc une exploitation peu organisée, enfin pas organisée, on va dire, même si elle était dans le cadre de permis, parce que normalement les concessionnaires étaient censés avoir des permis d'exploration, donc de réaliser l'inventaire de leur concession et après d'exploiter, mais généralement ils passaient directement à la phase exploitation, sans passer par la phase inventaire, et donc on avait une vraie sous-valorisation de la ressource et de la surface disponible de ces permis forestiers. Donc là, mais quand je dis qu'il y a une petite montée en puissance, c'est qu'il y a quand même plus de volumes qui sortent maintenant, qui sont sortis quand même de ces permis forestiers, puisqu'on a plus d'1 350 000 m3 qui sont sortis entre 76 et 91 sur à peu près 150 000 hectares. Donc là, on a augmenté un peu le prélèvement à l'hectare cadastral, mais on n'est pas encore sur quelque chose d'optimal. En 1994, c'est la fin des permis forestiers parce qu'il y a quelque chose d'important. Il y a eu la conférence de Rio en 1992 où la France s'est engagée à la gestion durable de ses forêts et notamment de la seule forêt tropicale qui était gérée par un pays européen, donc la Guyane. Et donc là, on a mis en place un réseau de forêts aménagées dans lequel on déroulait des processus d'aménagement, de définition d'enjeux, de définition de séries avec des enjeux de production, de protection, de prise en compte aussi des populations locales, etc. Donc là, pendant la période de 93 au début des années 2000, on a à peu près, pareil, 446 840 m3 qui ont été exploités, et on est autour de 6 m3 par hectare. Dans les années 2000, il y a la mise en place d'une exploitation forestière à faible impact qui s'est structurée au tout début par la mise en place de grands documents d'aménagement ou de politique générale qui ont été les orientations régionales forestières qui sont maintenant, qui s'appelle maintenant le programme régional de la forêt et du bois, qui définit la politique forestière du territoire. On a les directives régionales d'aménagement aussi qui ont été approuvées en 2010 et qui définissent aussi les grandes orientations en termes d'aménagement forestier et à l'échelle du territoire. Et puis surtout, en 2005 et
par ces décrets de 2008, on a mis en place du code forestier en Guyane. Alors en Guyane, mais uniquement ici sur les 2,4 millions d'hectares du domaine forestier permanent qui relèvent du régime forestier. Et parallèlement à ça, on a travaillé en partenariat avec la filière bois, les exploitants forestiers, sur la mise en place d'une exploitation à faible impact, respectueuse du milieu, et on l'a synthétisé dans une charte d'exploitation à faible impact qui a été éditée en 2010 et mise à jour en 2017. Et toutes ces préconisations de gestion et de bonne gestion sont déclinées aussi dans des standards PEFC. Et la forêt du domaine forestier permanent est certifiée PEFC depuis 2012. Voilà, je vous ai mis un petit schéma, le petit schéma de l'exploitation forestière avec depuis l'aménagement en passant par l'inventaire. Après, on a différents types de ventes. Soit on vend les bois sur pied à des exploitants qui se chargent eux-mêmes de l'exploitation, soit on fait des contrats d'exploitation où on paye nous un exploitant pour faire l'exploitation et on vend les bois à bord de route, donc qui sont après acheminés aux scieries de la place. Là, juste un petit graphique pour vous montrer un peu l'évolution de l'exploitation forestière et des bois exploités entre 1953 et 2023, et où on voit qu'on a quelques pics. Alors, avant, je vous ai dit, entre 1900 et 1950, on n'a pas eu grand-chose en exploitation, on a eu très peu de volume exploité. Au début des années 50, pas grand-chose parce que c'est juste après la départementalisation, on est en train de mettre en place un peu l'organisation, ce que je vous ai montré avec Bénat. Et puis, au début des années 60, là, il y a l'arrivée des entreprises d'exploitation forestière qui venaient d'Afrique, où en Afrique, ça commençait à sentir un peu le gaz. Ils sont venus en Guyane, ils se sont dit, on va venir en Guyane, forêt tropicale, c'est comme en Afrique, on va avoir les mêmes conditions. Sauf que ils n'ont pas trouvé tout à fait les mêmes conditions qu'en Afrique. Donc, ils sont restés quelques années. C'est là qu'on a eu une augmentation de la production de bois. On est arrivé à des productions pas loin, un peu plus de même de 70 000 m3. Et après, ils sont partis. Donc la chute de la production de bois. Et puis, à la fin des années 70, on a commencé à avoir une augmentation de la production qui a été un peu à son asymptote là, dans les années début 80-82. Ça, c'est le programme Ariane. Là, vraiment, demande de bois, construction à Kourou, aussi liée au programme Ariane. Donc là, grosse production de bois, et on a même atteint, presque dépassé les 120 000 m3 produits en Guyane. Et puis, petit à petit, là, on voit cette descente en 93, elle correspond exactement à ce que je vous ai expliqué. C'est le changement de système entre le permis forestier et l'organisation et la gestion mise en place par l'ONF de gestion durable des forêts, où là, il y a eu ça ne s'est pas passé, on va dire, tout seul avec les exploitants forestiers qui voyaient un système où ils étaient dans leur permis, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et un système où c'était organisé, où on leur disait non, ça ne se passe plus comme ça. Donc là, il y a eu une baisse en 93. Et puis après, voilà, jusque pratiquement 2015, où là, on a eu vraiment une montée en puissance. Et là, c'est vraiment qui a commencé, on va dire, dans les années 2006-2007. C'est vraiment l'ouverture de la forêt de Régina-Saint-Georges. Donc l'ouverture de la route entre Régina et Saint-Georges qui a ouvert des forêts qui n'étaient pas accessibles jusqu'à présent et qui sont notamment très riches dans la principale essence exploitée, qui est l'angélique. Donc ça a monté. Et puis 2017, on sait ce qui s'est passé en Guyane, les accords de Guyane, etc. Donc là, une baisse qui a commencé à bien remonter, et une rebaisse là dans les dernières années liée à l'épisode La Niña que vous avez tous bien connu, et qui a fait que on n'a pas pu aller en forêt sortir les bois, ni aller exploiter les bois en forêt. Donc ça a vraiment diminué la production. Là, elle commence à remonter. On espère que El Niño s'installe et qu'on va pouvoir sortir les bois de forêt, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc l'exploitation forestière, alors pourquoi parce qu'on peut se dire, on est dans une forêt, 96% du territoire est couvert par la forêt. On a 1800 espèces d'arbres, mais pourquoi on ne sort pas plus de bois de Guyane? C'est quand même un peu bizarre, c'est un peu paradoxal. Donc on voit, bien sûr, oui, on a 1800 espèces. Alors je dis toujours,
1800 espèces, il y a 30 ans, on était à 1200 espèces. On en découvre régulièrement. Le potentiel de découverte d'espèces en Guyane, sur le plateau des Guyanes, on peut monter à plus de 3000. Donc c'est une grande diversité. D'accord. Donc on a énormément d'espèces à l'hectare. Donc on a parmi l'estimation faite qu'il y a à peu près 2 milliards d'arbres présents en Guyane, on en a une cinquantaine qui sont communes, qui représentent à peu près 30 à 50% de ces 2 milliards d'arbres, qui sont dans les principales et notamment commerciales, qui sont l'angélique, Dicorénia guyanensis, le wakapou, les mao noirs, hein, qui sont des Lécithidiacées, mais avec beaucoup d'espèces d'Eschwellera, les golettes, ce qu'on appelle les cocos, en termes un peu vernaculaires, et puis les wapas, hein, le wapa qui est vraiment aussi une espèce très dominante. Et puis il y a des espèces qui sont très rares. Il y a 500 espèces qui ont été observées 1 à 2 fois depuis que Fusé-Aublet, qui est vraiment l'ancêtre des botanistes dans les années 1762-64, quand il est venu en Guyane, et bien depuis que lui a découvert ces espèces à l'époque, et ben depuis on les a pas revues ou on les a vues 1 fois. Donc c'est des espèces très rares. Et puis après il y a des espèces, on va dire monodominantes, mais monodominantes, ça veut dire qu'elles ne couvrent pas la totalité de la surface de la forêt, elles sont au moins à 50% des individus. Et ben c'est ce que vous pouvez voir, c'est les pinotières, hein, les pinotières qu'on voit, hein, Euterpe-lauracea, mais c'est aussi quelques espèces comme Spirotropis longifolia, qui n'est pas une espèce exploitée pour son bois, mais qui peut être hyper dominante aussi dans la forêt. Donc on a une abondance des espèces totalement différentes, et c'est pour ça que ça peut être aussi des fois compliqué d'aller chercher d'autres espèces ou diversifier la production de bois. Notamment, par exemple, alors le Dicorénia guyanensis, qui est l'angélique, c'est la première essence, on va dire, commerciale en Guyane. D'accord ? Par contre, à l'échelle de l'Amazonie, c'est la 368e espèce. Ça veut dire qu'elle est très présente en Guyane, sur le plateau de Guyane, mais elle est assez rare à l'échelle du bassin amazonien. Donc il y a quand même aussi, et nous dans nos règles de gestion, on aura aussi une responsabilité pour mettre en place des règles de gestion qui nous permettent de garantir le renouvellement, la régénération de ces arbres qu'on va exploiter, parce qu'elles peuvent paraître abondantes en Guyane, mais elles sont quand même rares à l'échelle du bassin amazonien. C'est aussi le cas du wakapou, hein, qui est très présent, qui est présent ou bien présent en Guyane et plateau des Guyanes, mais qui est absent du reste du bassin amazonien. Par contre, on a des espèces qui sont peu exploitées aujourd'hui. C'est le cas par exemple de la première espèce amazonienne, hein, qui est Eschwellera coriacea, qui est un mao noir. Par contre, il est quand même bien présent en Guyane. Donc, il va falloir qu'on regarde comment on peut essayer de diversifier ces. Mais ça intègre aussi le fait qu'on a une diversité des habitats forestiers. Donc, c'est pareil, alors quand vous survolez la Guyane, quand vous arrivez, vous voyez un grand manteau vert, vous pensez que c'est totalement uniforme, mais non, c'est hyper diversifié. Et on a des habitats forestiers qui sont plus riches. C'est le cas des pinotières, mais c'est aussi des cas, par exemple, des forêts sur sable blanc, où on a à peu près 70 espèces à l'hectare, alors qu'en moyenne, on en a 150 ou 150 à 160 à l'hectare en moyenne en Guyane. Mais on a des types de forêts, comme là, des forêts de la plaine et plaine, où on en a une centaine. Et puis on en a notamment les forêts sur des reliefs plus montagneux collinaires, où là, on peut atteindre les 220 espèces par hectare. Donc une énorme diversité et totalement différente. Donc là, on a aussi on va aussi travailler à appliquer des règles de gestion aussi, et ça, c'est sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui. Mais c'est sur du temps long. Différentes entre ces différents habitats à l'échelle du territoire qui ne vont pas avoir la même composition et le même fonctionnement. Donc, arrivé à tout ça, on a défini une liste d'à peu près 90 espèces commerciales. Alors, espèces et essences, parce que de temps en temps, notamment c'est le cas de l'amarante. Hein. L'amarante, il y a au minimum au moins 3 espèces différentes. Hein. C'est la différence entre essence et espèces. Dans une essence, on peut avoir plusieurs espèces du même genre. Hein. Là, en l'occurrence, pour l'amarante, c'est le peltogyne. Bon, l'angélique, pour l'instant, on n'a qu'une seule espèce.
On désespère pas d'en avoir une deuxième en Guyane, mais on est en train de, ça, on a aussi des analyses génétiques pour regarder le fait qu'on a peut-être une espèce d'affinité AMAPA-NC, enfin de l'AMAPA qui est peut-être présent en Guyane, notamment sur l'est de la Guyane, mais pour l'instant on l'a pas encore découvert. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, que on a encore beaucoup de parties du territoire qu'on n'a pas encore parcouru et où on va découvrir des nouvelles espèces, ça c'est certain. Mais pour l'instant, on va se concentrer et on se concentre sur les principales espèces commerciales dont on sait qu'elles ont quand même un intérêt commercial et qu'on va pouvoir exploiter. Donc on les a classées par catégorie de bois. Est-ce qu'elles sont technologiquement reconnues? Est-ce qu'elles ont un accès, enfin elles sont utilisables avec ou sans traitement? Est-ce que c'est des bois précieux? On leur applique des diamètres minimum d'exploitabilité et maximum aussi. On ne va pas exploiter les très très gros bois, on va les laisser, ça va faire de la biodiversité. Et puis on va appliquer des diamètres minimum d'exploitation aussi. Donc voilà, on en a à peu près 90. Et aujourd'hui, donc on a ces 90 espèces sont exploitées dans le domaine forestier permanent de 2,4 millions d'hectares. Dans le cadre de rotation, de temps entre la première coupe et la coupe suivante de 65 ans. Donc c'est la rotation de 65 ans, de repos, entre une première coupe et une deuxième coupe sur la même parcelle. On prélève à peu près 5 tiges par hectare, donc c'est vraiment de la cueillette, 5 à 7 tiges, ça dépend après aussi des forêts. Il y a des forêts plus riches et moins riches en essence commerciale principale. Et puis on le fait aussi dans, je vous ai dit tout à l'heure, des aménagements forestiers, c'est-à-dire qu'on a des zones où on va faire de la production, mais on a des zones aussi où on ne fera pas de production, elles seront en protection et elles seront garantes justement de la diversité des habitats qu'on va exploiter non. Alors par contre, vous avez vu qu'on a à peu près les 90 essences, enfin espèces ou essences commerciales, mais là-dessus pour l'instant, on en a 3 qui font plus de 75% du volume exploité aujourd'hui en Guyane. Donc c'est l'angélique qui fait plus de 54% du volume exploité. Le gonfolo, alors il y a les gonfolos, mais c'est essentiellement le gonfolo rose qui est quand même principalement exploité, et le grignon franc. Mais ces espèces-là, elles sont dominantes pas partout. On a des forêts, notamment de l'Est, comme j'ai dit, qui sont très riches en essences principales, en angélique, mais on a des forêts de l'Ouest ou du Centre qui sont moins riches dans ces essences. Donc on a des forêts qui vont être pas valorisées ou pas mises en valeur, enfin pas exploitées, parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui riches dans ces essences commerciales principales. Si on regarde l'exploitation des 20 dernières années, bah oui, l'angélique, le gonfolo rose et le grignon franc sont toujours les principales essences exploitées, même si le gonfolo rose commence à diminuer dans la part des bois exploités en Guyane. Par contre, on voit l'amarante, elle commence à diminuer, elle était très présente et très exploitée au début des années 2000, elle est passée... Elle est passée en 15e position en 2023. Et puis, c'est le cas aussi de l'ébène verte, où on avait des forêts assez riches en ébène verte, et maintenant les forêts qui sont exploitées sont plus riches en ébène verte. Pourquoi? Parce que les forêts qui sont exploitées, il faut qu'elles soient riches dans ces 3 essences. Alors, et puis, là, on voit qu'on commence à diversifier les prélèvements là, depuis 2021-2023, où on commence à prélever plus de bois pas, notamment. Pour justement diversifier cet approvisionnement en bois. Donc dans la répartition des prélèvements, on voit qu'on a un certain nombre d'espèces, comme les wapas, comme les maos noirs, qui sont très présents dans différents types d'habitats forestiers et qui seront un potentiel justement d'exploitation et de diversification des essences. Et donc on va travailler, et on travaille, et ça c'est le rôle d'Anna au CTBFG, de travailler à la classification de ces essences, notamment les Miao, les Mao, Mao cigare, les Balatapom, etc., le Wapa, qui vont être classifiés parce que ce qui va être important pour l'utilisation de ces bois, notamment dans la construction, parce qu'on a des besoins énormes en construction en Guyane. On a besoin de 4500 logements par an à l'horizon de 2030. Parce qu'on a une évolution et un taux d'augmentation de la population qui est très important. Alors, on est battu par Mayotte, mais autrement, on est les premiers. Donc, on a besoin énormément de logements. Et pour ça, il nous faut du bois. Et pour l'instant, on n'a pas une production locale encore suffisante pour garantir cet approvisionnement. Donc là, on a vraiment un besoin d'augmenter la production de bois et notamment de ce qu'on appelle les bois de structure, donc
pour pouvoir au moins approvisionner, ou approvisionner peut-être pas à hauteur des besoins, mais commencer à augmenter justement cet approvisionnement en bois de structure. Donc, alors, je ne sais pas si tu veux en parler, Anna, parce que toi, tu es mieux placé que moi pour parler de la classification des essences. T'en parles après ? Bon, ok. Donc là, on a défini un certain nombre d'espèces d'essences qui sont déjà, elles, qualifiées pour un usage, c'est-à-dire qualifiées, il faut qu'elles soient normées. Bon, Anna en parlera après, donc je ne vais pas trop le détailler, mais pour être normées pour l'utilisation en construction. Et puis on a des espèces qu'on est en train de tester, et puis d'autres qu'on va tester, pour pouvoir justement diversifier cet approvisionnement en bois, et surtout pouvoir maintenant exploiter aussi des forêts, notamment du centre et de l'ouest de la Guyane, qui n'étaient pas très riches en angélique, mais qui sont riches notamment en wapa, en mao noir ou en d'autres espèces, et qui vont nous permettre de diversifier les sources d'approvisionnement pour garantir l'approvisionnement de la filière bois, et surtout parce qu'on a quand même des objectifs ambitieux du PRFB. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est des objectifs d'augmenter la production à 210 000 m3 par an à l'horizon 2030. Alors on ne sera certainement pas à cet horizon-là, mais il faut que raisonnablement on arrive à des productions, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui seront aux alentours de 100 à 110 000 ou 120 000 m3, ce qui serait déjà une bonne avancée pour pouvoir mieux participer à l'approvisionnement de la filière bois. Et pour garantir ou essayer de démocratiser aussi l'utilisation de cette nouvelle espèce, on a un travail, donc en partenariat aussi avec le CTFB-EFG, de réalisation de fiches descriptives. Alors il y en a quelques-unes qui existent et d'autres qui sont en cours de constitution, pour bien expliquer aussi aux utilisateurs, et notamment aux scieurs ou aux utilisateurs de bois, menuiserie, etc., qu'il y a d'autres espèces qui existent et qui ont des caractéristiques d'utilisation, notamment que ce soit dans la construction ou dans l'ébénisterie, etc. Je vais passer la parole à Anna. J'ai un peu trop parlé. Non, c'est bien, t'inquiète. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour compléter ce qu'il disait sur les fiches essences qui sont en cours de rédaction, il y a aussi sur notre site internet beaucoup d'essences qui sont décrites sur leurs usages, les méthodes de sciage, de séchage, etc. S'il y en a qui veulent des informations. Rapidement, le centre technique des bois et forêts de la Guyane, du coup, c'est le centre technique de la filière bois en Guyane. On va faire toutes les études et tous les essais pour déterminer les utilisations du bois, pas que dans la construction, dans la menuiserie, dans la biomasse, dans tout ça. Rapidement, pour bien comprendre la structure de la filière bois en Guyane, c'est important de la connaître pour comprendre les enjeux de la diversification des essences et des produits à base de bois aussi. C'est une filière structure assez classique, donc on a un gestionnaire, l'ONF, que vous avez entendu, des exploitants forestiers, des scieurs, des scieries qui font le sciage et le rabotage du bois. Tout ça, c'est la première transformation. Et ensuite, on a la seconde transformation qui va être charpente, construction, menuiserie du bâtiment, emballage, chimie, etc. On va passer à la suite. Quelques éléments de contexte pour comprendre un peu ce dont on parle ce soir. Les utilisations du bois. Alors aujourd'hui, on a du bois, on en trouve de partout, notamment dans les ouvrages, dans vos maisons, dans les établissements publics. On va en retrouver sous différentes formes. Des poutres, des poteaux, des menuiseries, fenêtres, faux plafonds, escaliers, ameublements, tables, chaises, lits et tout ce que vous pouvez. Éléments de décoration aussi. Là où il est important de faire la différence, et Olivier en a un peu parlé, c'est que lorsqu'on va parler de construction, d'ouvrage, on va avoir les bois qui ont un usage structurel. Donc les bois qui ont un usage structurel, ce sont les bois qui vont avoir vraiment une fonction de structure, qui vont porter une charge. Donc les poteaux, les poutres, le solivage d'un plancher, etc. Ce qui n'est pas le cas pour une table ou du bardage ou une fenêtre ou une porte. Et c'est très important puisque derrière, les exigences sur ces produits-là ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est ce qui va participer des fois à complexifier la diversification de l'utilisation de ces essences.
Les usages, j'en ai un petit peu parlé. Donc les autres usages du bois qu'on peut retrouver en dehors des ouvrages, ça va être tout ce qui est emballage, caisse, palette, instruments de musique, le bois de chauffage, la construction navale, pâte et papier, tout ce qui est carton, etc. Tout ça, c'est à base de bois. Il y a, pour faire le parallèle en Guyane, il y a pas mal de ces produits qu'on ne produit pas en Guyane, ou de façon plus anecdotique. On n'a pas d'industrie de pâte et papier. D'industrie navale, on a quelques bateaux en bois qui sont plutôt les pirogues, mais on a de la production de palettes, mais on n'a pas de la production d'emballage en bois de Guyane. Et le bois de chauffe se limite au bois pour la biomasse. Ensuite, sur les produits développés à base de bois, il y a tout ce qui est panneaux de particules, panneaux contreplaqués, panneaux d'OSB. On va retrouver aussi les poutres composées, les poutres lamellées collées, ou encore ce qu'on appelle du CLT. Tous ces autres produits à base de bois qui peuvent servir dans la construction ou non ne sont pas produits en Guyane. On n'a pas ces industries-là qui sont présentes en Guyane. Toujours dans le contexte, pour essayer de mettre tout le monde au même niveau, le bois, c'est un matériau comme tous les matériaux qui a des propriétés technologiques. On va parler de sa densité, de son retrait, puisque le bois est un matériau hygroscopique qui va absorber et ressécher de l'eau, qui va agir comme une éponge, donc grossir, grandir, etc. On va avoir aussi toutes ses propriétés mécaniques, les contraintes de rupture en flexion, en compression, l'élasticité du bois. On va avoir sa composition chimique. Ses propriétés acoustiques, ses propriétés thermiques qui peuvent avoir un enjeu très important dans la construction. La durabilité de ces bois vis-à-vis des insectes xylophages, donc des termites, des insectes à larves xylophages, mais aussi des champignons. On va parler aussi de la résistance au feu, puisque ça rentre dans le cadre sécuritaire des bâtiments recevant du public, et l'imprégnabilité du bois. C'est important de connaître toutes ces propriétés technologiques, puisque ces propriétés technologiques sont propres à chaque essence, et peuvent être différentes à chaque essence, et du coup l'utilisation qu'on en fait derrière va être très variée en fonction de ces propriétés-là. Il faut aussi comprendre que le bois, j'en ai parlé, c'est un matériau hygroscopique, donc qui va avoir la capacité d'absorber et de recracher de l'eau, mais c'est aussi un matériau hétérogène. C'est-à-dire qu'il est fait de cellules qui sont complètement différentes, qui va être différente d'un arbre à un autre, enfin d'une essence à une autre, au sein même de la même essence, mais aussi au sein même du même arbre. C'est un matériau anisotrope, c'est-à-dire qu'il a des cellules qui sont dans une direction. Aussi, je prends souvent cette comparaison qui permet de bien comprendre. C'est comme si vous prenez plein de cheveux ou de tuyaux, et que vous les assemblez, vous les mettez tout le long, et on va avoir un arbre. C'est un peu ça. Donc on a des cellules qui ont une direction, et en fonction de ces directions au sein de l'arbre, dans le sens du tronc, à la perpendiculaire du tronc, on va avoir des propriétés qui sont différentes. C'est-à-dire que une contrainte de rupture d'un arbre ne va pas être la même si on la prend dans son sens longitudinal que si on la prend dans son sens transversal. Et c'est très important de pouvoir comprendre ça sans trop rentrer dans le détail parce que je ne veux pas vous assommer, mais c'est derrière ce qui va un peu déterminer les utilisations. C'est normalement un peu la fin des rappels techniques pour mettre tout le monde au même niveau. Donc toute la diversité de ces essences et de ces bois et le fait de ces propriétés qui sont très hétérogènes, derrière ça demande des certaines prouesses pour l'exploitation de cette ressource, mais aussi pour derrière la conception d'ouvrages. J'ai mis l'exemple d'un bâtiment, mais ça peut être aussi d'un meuble. Il faut savoir que de façon générale, une scierie va s'attacher à scier une, voire deux essences. C'est pas le cas en Guyane. En Guyane, les scieries vont scier toutes les essences qui leur arrivent. Donc Olivier en a parlé, on a des essences qui sont majoritairement exploitées. Je crois que sur ce qui arrive en scierie, 70%, ça représente à peu près 7 essences, mais ça n'empêche qu'ils doivent s'adapter à toutes les essences. S'adapter à toutes les essences, c'est adapter les outils de coupe. Il y a des essences plus ou moins dures, plus ou moins denses. Il y a des essences qui sont composées de silice et qui ne vont pas demander les mêmes outils de coupe. Mais ça va aussi derrière dépendre du type de débit qu'on veut faire. On ne va pas scier de la même façon un bois qui va être plutôt destiné à faire du plancher qu'un bois qui va être plutôt destiné à faire une poutre d'une charpente, par exemple. Et tout ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que
l'hétérogénéité qu'on a dans nos essences et dans nos bois ne va pas de pair avec l'industrialisation, parce qu'ils doivent à chaque fois s'adapter. On ne scie pas de la même manière une angélique qu'un wakapu, par exemple. D'accord, madame. Ce qui va dépendre pour le sciage, donc je dis, c'est les outils de coupe, les types de débit, les sections, puisque c'est pas les mêmes sections quand on scie du plancher qu'une poutre. Et ensuite, c'est le traitement des bois. Il y a des bois qui ont, pour leur durabilité, qui ont besoin d'être traités, type le gonfolo par exemple. Et parce que leur durabilité naturelle n'est pas suffisante à atteindre la classe d'emploi. Je parle des classes d'emploi un petit peu, enfin juste après d'ailleurs. Et il faut adapter ça dans la chaîne de production, après le sciage, que le bois puisse être traité. Au niveau de la conception, si on prend la conception d'un bâtiment, il va y avoir des ingénieurs qui vont faire des calculs. Pour faire ces calculs, ils vont prendre comme donnée par exemple la densité, la classe mécanique des bois. Et en prenant la classe mécanique des bois, on peut vite se rendre compte que construire un bâtiment où on utilise 4-5 essences différentes dans la même charpente, ça veut dire à chaque fois adapter la classe mécanique du bois. Ça peut se faire, mais ça peut vite devenir très compliqué. Il faut aussi comprendre qu'entre le moment où le dimensionnement d'un bâtiment est fait et le moment où le bois va sortir de scierie et va arriver sur le chantier, il peut se passer un certain temps. Il faut être sûr que cette essence soit disponible dans la scierie, tout simplement. Je parle des classes d'emploi, je pense que je vais parler rapidement des classes d'emploi. L'environnement du bois est très important. J'ai parlé de sa durabilité, mais à l'heure d'aujourd'hui aussi, ce qui régit la construction, ça va être les classes d'emploi. Les classes d'emploi, c'est quelque chose qui définit l'environnement du bois en fonction des risques auxquels il peut être exposé. Des risques termites, risques fongiques, risques d'insectes xylophages. Donc tout simplement, ça va définir l'humidité d'équilibre du bois dans cet emploi-là. Si je grossis, ça va être par exemple en contact avec le sol. On imagine bien qu'un bois qui est en contact avec le sol ne va pas subir les mêmes humidifications qu'un bois qui est dans une charpente à l'intérieur d'une maison qui est climatisée. Et tout ça, et ces informations-là vont permettre de dire cette essence qui a cette durabilité-là peut être utilisée dans tel emploi, tel emploi, tel emploi, tel emploi. Ce qui est important à savoir, je parlais des classes mécaniques tout à l'heure, la qualification des bois en mécanique est nécessaire uniquement lorsqu'un bois est utilisé en structure. J'ai parlé de la différence des bois qui pouvaient être utilisés en structure ou non. À partir du moment où un bois est utilisé en structure, il faut connaître sa classe mécanique. Ce dont parlait Olivier tout à l'heure, donc c'est des essais qu'on fait au CTBF notamment. À partir du moment où un bois n'a pas de fonction structurelle, ce qui est important de regarder, ce qui est le plus important de regarder, c'est sa durabilité, qui est définie par classe. Chaque essence a sa durabilité, qui est définie par classe, que cette durabilité du bois corresponde, est adaptée à la classe d'emploi dans laquelle on veut utiliser. On ne va pas utiliser un bois qui est très peu durable en contact avec le sol, puisque c'est une des conditions les plus, on va dire, les plus extrêmes et les plus risquées. Mais il y a des essences, on a la chance d'avoir des essences extraordinaires en Guyane, où leur durabilité naturelle correspondent tout à fait à ces usages-là. Notamment en contact avec le sol, on va voir le wakapu, le wapa falcata, le balata, les bennes verts, etc. Ce qui conditionne aussi la conception et qui est très important, surtout quand on parle de bâtiments recevant du public, c'est la résistance au feu des bâtiments. On m'a parlé des classes mécaniques, mais on construit aussi en fonction de la durabilité des résistances mécaniques, mais on parle aussi de la résistance au feu. Chaque bois, chaque essence peut avoir sa propre résistance au feu, et derrière, les calculs doivent être faits en fonction de ça. Donc on imagine assez bien, à tout ce que je vous ai expliqué, qu'avec l'hétérogénéité des essences qu'on a, et Olivier l'a rappelé, des fois au sein d'une même essence, on peut avoir plusieurs espèces, et ces espèces peuvent ne pas avoir les mêmes propriétés. C'est-à-dire qu'au sein des Mao noirs, il peut y avoir différentes essences, et une essence qui a une durabilité importante, et je peux expliquer une classe qui a la classe 2, alors qu'une autre espèce de cette même essence a une durabilité 3. Et donc on ne peut pas les utiliser de la même manière. Et donc pour pouvoir utiliser ces essences-là, il faut déjà qu'on soit capable de les différencier en forêt, et qu'on puisse avoir toute la traçabilité, et pouvoir dire, ok, celle-là d'espèce, elle va à cet endroit-là, elle est utilisable ici, et elle est utilisable ici. Donc ce qui est très important quand on construit avec le bois, que ce soit peu importe un ouvrage, un meuble, un objet de décoration, etc., c'est qu'il faut savoir mettre la bonne essence au même endroit. Quand on construit avec le bois, c'est une science, on ne peut pas faire ça n'importe comment, mais ça se fait très bien parce qu'on a quand même l'avantage d'avoir en Guyane des professionnels de la scierie
aux ingénieurs, aux exploitants forestiers qui connaissent très bien leurs essences et qui savent faire face à cette diversité pour avoir on va dire une production le plus industrielle possible et pouvoir répondre à la demande. Ensuite, je voulais dire un petit mot, c'est bientôt la fin, un petit mot sur la diversification des produits à base de bois. À l'heure actuelle, la majorité des bois, je crois que c'est 70%, sont utilisés en bois massif en Guyane. Le bois massif, c'est-à-dire tout simple, une poutre, on la scie, on la coupe, on la rabote à la limite, mais je veux dire, c'est ce qu'on utilise. On n'utilise pas, comme j'en ai parlé tout à l'heure, des bois collés, des panneaux ou des bois reconstitués. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les développer ici. On peut le remarquer, il y a des produits techniques de menuiserie, des portes coupe-feu. Tout ça, ce sont des études qu'on mène sur le territoire avec tous les partenaires concernés pour pouvoir répondre à des réglementations, parce que c'est des réglementations qui imposent qu'une porte tienne tant de temps au feu pour pouvoir les utiliser dans les ERP. C'est une façon de valoriser un savoir-faire local et de répondre avec un produit local à des exigences et des réglementations qui sont obligatoires. On va voir aussi des études sur les panneaux isolants à base de fibres de bois de Guyane, évidemment. De même, pour répondre à une demande locale, aujourd'hui, on fait beaucoup venir d'isolants qui arrivent d'Europe, de métropole de façon générale. Ça prend beaucoup de place dans les conteneurs et il faudrait qu'on puisse développer et faire les études et toutes les études scientifiques derrière pour pouvoir produire ça sur le territoire. Les bois ronds de petit diamètre, c'est peut-être la plus vieille pratique qui existe avec le bois. Donc c'est pour rendre une pratique qui est traditionnelle, alors traditionnelle dans le sens ancienne, assurable, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas construire en bois rond en respectant les exigences des bureaux de contrôle, des assureurs, etc. Et donc de pouvoir aussi utiliser une ressource non exploitée, c'est-à-dire utiliser des bois de petit diamètre, puisqu'à l'heure actuelle, sur l'exploitation forestière, on a un diamètre minimum à respecter pour l'exploitation forestière. Pourquoi ? Parce que si on veut sortir des poutres d'une grume, il faut évidemment que le bois soit d'un diamètre assez important. Et toutes les essences n'atteignent pas ce diamètre-là, et on pourrait donc valoriser des essences qui n'atteignent pas ces gros diamètres. Les bois collés, j'en ai parlé, on n'en fait pas tout à l'heure, que ce soit pour la menuiserie ou pour la structure, de pouvoir développer des matériaux reconstitués, des poutres reconstituées. Pourquoi ? Ça permettrait de valoriser des poutres et des bois qui sortent de scierie de petites longueurs, qui au lieu de les jeter pourraient être valorisés avec des collages et pouvoir faire des grandes longueurs et donc utilisés en construction ou en menuiserie. Est-ce que j'ai quelques autres exemples un autre exemple qui monte beaucoup en puissance ici en Guyane, c'est la chimie verte, de pouvoir utiliser les extractibles, les composants chimiques du bois dans la cosmétique, dans la pharmaceutique, etc. Et je pense que sur la diversification des usages qui sont possibles en Guyane, c'est ceux qu'on a pour l'instant identifiés. Il peut y en avoir d'autres, mais après voilà, c'est toujours le souci de la Guyane sur le marché qui est petit et qui des fois, la taille critique du marché ne permet pas le développement et la rentabilité d'une industrie. J'ai fini normalement. Yes. Merci Anna, merci Olivier pour cette information, cette présentation très intéressante. Donc j'imagine que vous tous avez un tas de questions maintenant, donc on va passer à une petite séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, levez le bras et je viendrai vous apporter un micro et nos experts ici pourront tenter d'y répondre. Bonsoir. Merci pour cet exposé, c'était vraiment très enrichissant. Ça a ouvert un certain nombre de pistes pour l'exploitation du bois du Guyane. En fait, j'ai plusieurs questions. La première, c'est comment, par rapport à l'exploitation forestière, on peut reconstituer justement cette richesse que l'on a en Guyane. Ça, c'est ma première question. C'est-à-dire que c'est bien joli d'exploiter le bois. Il est vrai qu'on a des richesses qui sont, malheureusement, on ne peut pas les exploiter de façon industrielle puisqu'on a quand même un certain panel qui sont très riches en essences rares et on ne peut pas l'exploiter de façon industrielle.
Ça, c'est un constat qu'on a déjà fait. Ensuite, ça c'est ma première question. Comment on peut le valoriser justement par rapport aux essences que l'on a la chance d'avoir et éventuellement que l'on pourrait replanter puisqu'on les a exploités. Ensuite, une deuxième question, et ça sera ma dernière, c'est-à-dire que vous disiez que les déchets du bois, la question est de savoir comment les valoriser. Alors, petite idée en passant, en matière de cuisine, par exemple, on a du compactage de bois pour faire des portes. Pourquoi ne pas valoriser une filière pour créer un compactage des déchets de bois, parce qu'on a des bois relativement durs, qui permettent de faire des choses qui permettent d'absorber l'humidité, surtout en matière de cuisine, qui vont avoir des absorptions d'humidité. Pourquoi ne pas essayer de valoriser cette filière? Voilà, c'est tout. Alors, la première partie, j'ai pas totalement compris la question au départ, mais si c'est bien le fait que oui, on a une diversité d'espèces à l'hectare, comme je l'ai montré, c'est qu'il y a des espèces qui sont très rares, donc ça veut dire qu'on ne va pas les trouver en grand nombre. Par contre, elles peuvent avoir une utilisation très particulière. C'est le cas de certaines espèces pour l'ébénisterie, la coutellerie, etc. Donc qui peuvent être utilisées, mais dont on n'a pas forcément besoin d'un gros volume, mais on a besoin quand même d'avoir, si on veut mettre en place, et si la question était de mettre en place un process industriel, il faut quand même qu'on ait un volume ou une garantie d'un approvisionnement régulier dans cette essence ou dans cette espèce-là. Non, ma question n'était pas dans le process industriel, c'est dans la réminiscence de reproduire, à partir du moment où on a coupé, oui, de reproduire le process. C'est-à-dire de ne oui, pas perdre. D'accord. Alors, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ce qu'on appelle la rotation, c'est-à-dire que on a des dispositifs de recherche qui sont des placettes de suivi et des placettes permanentes qu'on suit pour certaines depuis plus de 40 ans. Hein, c'est les dispositifs qu'on appelle Guyafor, qui est un réseau de placettes permanentes sur plusieurs centaines d'hectares. On a plus de 300 hectares qu'on suit comme ça depuis des années. Et où on fait des inventaires réguliers en forêt naturelle et en forêt après exploitation. Et on regarde comment se reconstitue la forêt après une perturbation. Et c'est là c'est à partir de ces dispositifs qu'on a défini nos règles. Hein. Et c'est pour ça qu'on sait que pour que les espèces qu'on exploite puissent avoir le temps de se régénérer, il faut leur laisser un laps de temps suffisant. Ouais, la plupart du temps, c'est 65 ans. Oui, c'est voilà. Et donc, alors après, suite à ça, je voudrais vous poser une question. Normalement, vous éditez visiblement des fiches essence. C'est bien ça? Essence, c'était pour l'utilisation des bois, oui. D'accord. Et donc, vous avez un centre technique des bois et des forêts? Oui. OK. Est-ce que ces informations sont accessibles à la population? Sur les premières fiches qui ont été éditées par l'ONF, vous les trouvez très facilement sur le site de l'ONF, sauf si je me trompe. D'accord. Sur 10 essences. Et après, sur les autres essences sur lesquelles on est en train de travailler, comme j'ai dit tout à l'heure, on remplit petit à petit sur notre site internet. Vous entendez pas bien? On remplit petit à petit sur notre site. On remplit petit à petit sur notre site internet. On complète les fiches essences sur le site internet du centre technique. D'accord. Et éventuellement, est-ce que la population guyanaise ne pourrait pas vous aider à promouvoir ce genre de fiches essence? Si vous aviez une diffusion peut-être plus large par rapport à ce genre de choses, parce que nous, on est amateurs, les Guyanais, nous sommes amateurs de ce genre de choses, promouvoir justement notre particularité, parce qu'on a un biotope en Guyane qui est quand même assez exceptionnel, jusqu'à preuve du contraire. Bah alors la communication, c'est le nerf de la guerre, hein, mais nos fiches essence sont accessibles à tout le monde, pour tout le monde sur notre site internet. Dès qu'on fait des événements, on essaye d'en parler, comme Olivier l'a fait. Donc oui, alors si vous voulez tous prendre nos fiches essence et les partager, les diffuser, évidemment, c'est avec plaisir. C'est accessible à tout le monde. Non, c'est attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Madame, on parlera après en buvant un coup si vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci. Après. Florence, après. Alors, bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Vaiti. Donc,
cette conférence sur le bois, c'est très intéressant. Moi, j'ai une question très très simple. Ça fait un moment qu'on a des normes européennes qui s'imposent à la Guyane concernant la filière bois, etc. Il y a un tas de Guyanais qui voudraient construire leur maison en bois, d'accord? Et quand ils veulent le faire, on vient les emmerder. Donc la question... Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Merci. Et donc, la question, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour qu'on puisse plus se faire emmerder quand on veut construire notre maison en bois, alors qu'on a un tas de matières premières pour faire des maisons qui sont moins chères que ces normes stupides et idiotes qui viennent de l'Europe. Ma question est claire. Du coup, j'imagine que vous parlez des normes de construction. Les normes de construction, il y a des normes à tous les niveaux. Il va y avoir des normes en Syrie, il va y avoir des normes au niveau de la construction. Ça dépend desquelles. Ouais, construction. Et du coup, vous parlez d'autoconstruction lorsqu'on veut construire soi-même sa maison ou lorsqu'on fait appel à un professionnel pour construire sa maison? Dans les deux cas. Dans les deux cas. Alors, en autoconstruction, il n'y a pas tellement de règles. Enfin, je veux dire, en autoconstruction, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, parce qu'à partir du moment où il y a de l'autoconstruction, il n'y a pas d'assurance derrière. Tout simplement. Lorsque c'est un professionnel qui construit, il y a des assurances derrière, qu'on appelle notamment la décennale. Et pour avoir ces assurances, en effet, il faut respecter certaines normes. C'est souvent les DTU, c'est les normes de mise en œuvre du bois. Donc les DTU qui vont dire comment il faut mettre un bardage, comment il faut faire une terrasse, etc. pour que ça soit pérenne, durable et qu'il n'y ait pas de problème de sécurité derrière. Ces normes, après, ça peut être une question de point de vue, mais ces normes, notamment DTU de mise en œuvre, sont mises en place pour la sécurité des gens. Elles ne sont pas là pour emmerder les gens. Elles sont là pour la sécurité des gens. Et je vous l'accorde qu'il y en a un paquet qui ne sont pas adaptés au territoire guyanais. Et c'est le travail qu'on fait nous. Alors j'ai rapidement parlé du centre technique, mais on est à tous les comités de normalisation qui concernent le bois. Quand je dis nous, c'est ma collègue qui est spécialiste là-dedans, pour pouvoir dire en comité de normalisation, là où se décide comment sont écrites ces normes, notamment les normes de mise en œuvre, parce qu'après il y a aussi les normes produits, enfin il existe tout un tas de normes, c'est un vrai casse-tête, pour justement adapter ces normes-là. Ce travail, on ne le fait pas tout seul, c'est-à-dire qu'on est en contact avec tous les professionnels de la filière, notamment les constructeurs, les charpentiers, etc., pour recueillir leurs avis. C'est tout bête, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, ils voulaient enlever du DTU des bardages, les bardages ajourés, parce qu'en métropole et en Europe, ils n'en utilisent pas. Or, nous, on en utilise énormément des bardages ajourés. Des bardages ajourés, des brise-soleil, etc. Et bien, le combat était derrière de dire non, nous, en Guyane, on les utilise, il faut les laisser dans le DTU, parce que sinon, on n'aura plus de cadre qui permettra d'assurer ces bâtiments. Donc, c'est notre rôle à nous de faire ça. C'est long, parce que déjà, une norme en révision, ça prend 2 ans à réviser, mais on est là pour ça. Bonsoir, c'est ici. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question sur les créations de filières de bois reconstitué ou d'isolants bois. Comment il est possible de travailler aujourd'hui avec la biomasse énergie? Parce que j'ai l'impression que c'est les mêmes ressources que vous allez chercher au bout de la chaîne du bois. Donc voilà, comment travailler avec le bois énergie et la valorisation via le bois reconstitué ou l'isolant? Ok, alors aujourd'hui, pour tout ce qui est bois reconstitué, avant même de parler d'industrie qui se monte, il y a déjà des études à faire. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on dit demain je veux faire un panneau en particules de bois en Guyane, donc avec les essences guyanaises, avec le climat guyanais, c'est souvent des processus qui font appel à des cols qui réagissent avec l'humidité. Alors désolé, je rentre un peu dans le détail, mais je suis un peu obligée. Mais c'est des cols qui réagissent avec l'humidité et la température ambiante. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas correctement coller des bois. Alors, on le fait pour de la menuiserie, mais ça ne sera pas bon pour de la structure. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que s'il y a une industrie, si on a les résultats et on dit « Ok, c'est bon, on peut faire des panneaux de particules, des panneaux de contreplaqué, etc. » C'est ok, on peut le faire en Guyane. S'il y a une industrie, déjà, il faut qu'il y ait un investisseur qui va y investir et monter cette usine-là. Lorsqu'il va le faire, il va falloir aussi qu'il voit derrière le coût du rendement de son produit par rapport à ce qui arrive du Brésil, du Chine. C'est principalement Chine et Brésil qui arrivent les panneaux au niveau des importations. Et est-ce qu'il est plus concurrentiel ou pas? Oui ou non? Et après, j'ai pas trop compris le rapport avec la biomasse, mais c'est vrai que pour ces produits-là, on utilise les connexes de scierie, les connexes d'exploitation forestière. À l'heure d'aujourd'hui, la biomasse, le bois de chauffe, c'est un bois qui est
pour l'instant, c'est ce qu'on fait de mieux pour valoriser les connexes. Alors quand je dis les connexes, c'est les déchets d'exploitation forestière et de scierie, c'est ce qu'on ne peut pas utiliser dans les utilisations qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire en bois massif pour la construction, etc. Si on peut valoriser davantage ces bois-là, sans passer en ayant une étape entre, on va dire, le bois qui est utilisé en biomasse et ce qui sort de scierie et qui peut être un petit virage vers utilisation de l'industrie des panneaux, ben, pourquoi pas. Mais derrière, il y a des études et des industries qui doivent se monter. Oui, là, il y a un gros enjeu, et notamment, comme on en a parlé sur les bois ronds, etc. Mais il y a un enjeu de valorisation, notamment, des produits qui sont issus de la défriche agricole, qui sont pour l'instant peu valorisés ou pas, et qui avant de partir dans la chaudière, peuvent être valorisés. Alors, Anna en a parlé, hein, sur les bois ronds en construction, sur les petits bois en construction, sur les biomolécules, hein, qui peuvent être hyper intéressantes. Hein. On a quand même mis en œuvre là, un insecticide et un fongicide issus de bois de Guyane avec du grignon franc. Donc il y a quand même des choses intéressantes à sortir de ces bois. Donc avant de les mettre au feu, il y a encore pas mal de valorisation possible. La dame là-bas. Je sais pas où est le micro. Allô? Ah, super. J'avais une question. Lorsque vous arrivez sur une parcelle à exploiter, est-ce que vous coupez essentiellement les essences qui vous intéressent ou alors vous coupez tout? Ah, alors, c'est vrai que là, j'ai pas trop développé, je l'ai expliqué rapidement, mais non. Alors, ce que j'ai montré là, c'est qu'il y a une très grande diversité à l'hectare. Hein. Donc, on a plus d'une centaine d'espèces différentes. Et là-dessus, on va réaliser un inventaire préalable à l'exploitation, concentré sur les 90 essences commerciales, hein, et on va inventorier et on va les inventorier. Donc, elles vont être identifiées, positionnées sur le terrain grec. Donc, on saura exactement où ils sont, le diamètre qu'elles ont et l'essence que c'est. Et après, on va faire une analyse de cet inventaire pour ne pas dépasser un seuil de nombre de tiges exploitées à l'hectare. Parce qu'on sait que nous, on veut garder une forêt qui est résiliente, c'est-à-dire une forêt qui va pouvoir se régénérer par elle-même. Parce que on ne peut pas faire les mêmes travaux qu'on peut faire, que vous voyez quand vous êtes en métropole, c'est-à-dire de l'enrichissement en forêt, etc., qui sont très coûteux. Donc on travaille sur de la régénération naturelle. Donc pour ça, il faut qu'on ait un prélèvement qui soit suffisant pour rentabiliser les investissements, les routes, tout l'investissement qu'on fait, mais pas trop important pour que la forêt garde sa capacité naturelle de régénération et de renouvellement. Donc ce qu'on a mis, c'est à peu près 5 à 6 tiges par hectare. Arbres. Ah oui, pardon, tiges. Tiges, c'est des arbres. Oui, excusez-moi, c'est du jargon forestier, pardon. Donc, arbres à l'hectare. Et donc, ce qui fait que c'est de la cueillette quand même. Hein. On ne prélève pas la totalité des arbres présents sur un hectare ou sur une surface donnée. Donc, il en reste beaucoup. Par contre, c'est ce que j'ai un peu expliqué. On met en œuvre et on veut mettre en œuvre et on travaille au quotidien pour travailler sur des méthodes d'exploitation à faible impact qui font que quand on va prélever ces arbres, on fasse le moins d'impact possible pour que la forêt garde sa capacité de régénération. Voilà, c'est un système normalement résilient. Et donc ça amène ma deuxième question, mais je me demandais si vous vous intéressiez aussi à la résilience des espèces que vous n'exploitez pas et à l'impact que votre exploitation pourrait avoir sur ces espèces associées. Oui, totalement. C'est ce que j'ai expliqué aussi dans le cadre de nos placettes de suivi du réseau Guyafort. On fait un suivi de la totalité de la biodiversité. Et donc on va regarder aussi, quand on fait un prélèvement parce que là on se donne la possibilité de faire des prélèvements différents. On a des modalités où on a prélevé 10 tiges à l'hectare, 20 tiges à l'hectare, 30 tiges à l'hectare, et on regarde comment se régénère la forêt et comment la biodiversité évolue. Et c'est pour ça pourquoi qu'on a mis ces seuils, c'est parce qu'on sait qu'on ne doit pas prélever plus de 30% de la surface terrière, c'est-à-dire 30% de la section des arbres présents sur 1 hectare, parce que si on prélève plus de 30%, là, on va avoir un fonctionnement différent, et donc on aura des espèces héliophiles, et donc une biodiversité différente.
Et donc ça, on veut quand même, c'est ce qu'on veut pas atteindre. On veut pas aller vers une secondarisation des forêts. On veut garder une forêt naturelle, même si elle a été exploitée, mais elle garde quand même un fonctionnement de forêt naturelle. C'est ce que j'ai montré au début. Hein. Il y a des forêts, elles ont été exploitées il y a des millénaires. Après, les gens sont partis, étaient plus là, et c'est des processus longs de reconstitution. Ça se fait pas sur des dizaines d'années, ça se fait sur des centaines d'années. Bonsoir. Alors, j'ai raté le début de la conférence et j'avais une question sur l'exploitation du bois dans le cadre de la biomasse. Vous connaissez le pourcentage ? Le pourcentage de bois ? D'exploitation du bois dans le cadre de la biomasse. Alors de la biomasse, nous, dans le domaine forestier permanent, on ne fait pas d'exploitation spécifique de biomasse. C'est-à-dire on récupère la biomasse dans les dégâts d'exploitation. C'est-à-dire soit les dégâts de création des pistes forestières. Quand on crée une piste, il y a des bois qui vont tomber, donc ils vont être récupérés pour la biomasse. Ou alors que quand on abat un arbre pour le récupérer de bois d'œuvre, il va y avoir ce qu'on appelle des surbilles ou des grosses branches ou des arbres qui ont été blessés et là qui pourront être récupérés pour la biomasse. Mais les houppiers, etc., les souches, pour vous dire, ouais, je sais pas, ça, c'est normalement, pour l'instant, dans le process actuel, normalement pour 1 mètre cube de bois d'œuvre récolté, il y a à peu près une tonne de bois énergie récolté. Donc l'idée là, c'est que si on est autour de 70 000 mètres cubes de bois d'œuvre récolté annuellement, on aura 70 000 tonnes de bois énergie, ou de bois ou de biomasse qui vont sortir des forêts exploitées dans le domaine forestier permanent. Je ne parle pas des autres biomasses qui peuvent venir d'autres sources d'approvisionnement. Et du coup, qui aurait ces chiffres ? Pour compléter aussi ce qu'il a dit, au niveau il y a la partie connexe d'exploitation forestière et la partie connexe de scierie. Sur la scierie, alors en moyenne, sur une grume, ils vont avoir 40% de rendement, c'est-à-dire que sur une grume, 40% va pouvoir servir sur du bois d'œuvre et le reste va pouvoir partir ou en biomasse ou en chimie verte ou dans les autres produits en développement qui peut exister. Qui aura ces chiffres-là ? C'est toute la... Ça, après, les chiffres de l'exploitation, etc., vous avez le document Agreste Guyane, qui fait un peu tout le bilan des différentes filières agricoles, etc., pêche, etc. Et il y a un petit paragraphe forêt où normalement il y a le volume exploité chaque année. Alors c'est des statistiques légères, mais il y aura, parce que la valorisation de la biomasse issue des forêts gérées, c'est tout récent. Hein, c'est là, ça commence à vraiment se structurer. Donc pour l'instant, il n'y avait pas vraiment de statistiques parce que ça commençait à peine. Maintenant, il va y en avoir. Donc elles seront disponibles et accessibles via le reporting réalisé par les services de la DAF. Le service de la DAF. 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 Je vous remercie. Oui, bonsoir. J'avais une question, je reviens sur le tout début de la conférence, en fait, où vous avez parlé des occupations amérindiennes qui ont laissé des traces sur la façon dont la forêt... Alors je suis un peu curieuse de comprendre un peu mieux, parce que ça a été très rapidement évoqué, et voilà, s'il y a plus d'explications. C'est un peu... Alors parce qu'on est obligé de faire un format un peu court. Je suis passé assez vite, mais globalement, c'est ce qu'on explique. C'est que quand on parle de la forêt guyanaise, bien souvent, on utilise le mot de forêt primaire. Donc forêt primaire, normalement, c'est clair, c'est normalement l'homme n'a pas eu d'impact ou n'a pas eu d'influence sur le fonctionnement de la forêt, ce qui n'est pas du tout le cas en Guyane, puisque l'endroit où vous êtes en Guyane, vous pouvez aller... alors nous, on a mené justement un travail de caractérisation des habitats forestiers en Guyane, donc on est allé partout, du nord au sud, de l'ouest à l'est, jusqu'au Tumucumac, jusqu'à l'intérieur du territoire, la plaine de la Waki, etc. On trouve des traces d'occupation ancienne, partout. Donc, c'est ce que j'ai un peu montré au début, c'est qu'on alors on peut avoir des montagnes couronnées, on peut avoir des sites à fossés, on peut avoir donc des poteries, plein de choses qu'on trouve, mais on trouve aussi, et on a fait des études, et on trouve aussi une influence sur la forêt
sur sa composition ou sur sa structure qui montrent qu'il y a certains sites où il y a eu des occupations plus longues qui ont marqué le paysage. Et ça, c'est un peu les hypothèses. Et c'est aussi des hypothèses qu'on a même globalement à l'échelle de l'Amazonie. Parce que depuis des années, on dit la forêt tropicale, c'est un puits de carbone. Et là, on est en train de se poser la question et de voir qu'on est en train de changer et on va peut-être être une source de carbone. Pourquoi ? Parce que peut-être, alors une des hypothèses, on ne dit pas que c'est la seule, mais une des hypothèses, c'est l'hypothèse que j'ai donnée au départ, c'est que l'Amazonie était très 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 occupée pendant des siècles et des siècles bien avant la colonisation. Ils ont eu un impact sur cette forêt en prélevant du bois, etc. Au moment où il y a eu la colonisation, 99% de la population était décimée par les maladies, etc. Donc beaucoup moins d'impact sur la forêt. Et donc on s'est retrouvé avec une forêt qui se recapitalisait. Et donc on arrive peut-être à un stade où on a des gros bois qui commencent à monter et qui sont renouvelés. Et donc on va peut-être à un renouvellement de la forêt où on aura moins de gros bois parce qu'ils arrivent à un stade où ils meurent de vieillesse, hein, c'est comme nous. Hein. Et donc où on va être certainement à un stade où on aura moins de capitalisation de bois, qui fait qu'on a un stock de carbone qui va certainement diminuer, qui va peut-être remonter plus tard quand on aura plus de stock, mais qui risque peut-être aussi de diminuer du fait, alors on ne va pas en parler là parce qu'on peut être là encore demain, mais sur l'impact des changements climatiques qui va aussi influer aussi sur cette structure et cette composition et la biomasse et le carbone de la forêt. Bonsoir. Vous venez de répondre à une partie de ma question, c'était sur l'effet du réchauffement climatique sur la forêt. Mais une autre question, c'était par rapport aux besoins de logement et de construction qu'il y a en Guyane, qui est important, on le sait, même voire très important. Et donc, dans ce que vous avez dit, est-ce qu'il y aurait suffisamment d'exploitation forestière pour qu'on ait suffisamment de bois? Par exemple, c'est toujours un peu choquant de voir qu'il y a autant de béton, autant de parpaings en Guyane, et on aurait envie de voir plus de bois. Est-ce que c'est possible ou est-ce que ça serait trop impactant pour la forêt? Voilà l'enjeu que je voudrais connaître. Non, c'est tout à fait possible avec les travaux que mène l'ONF et notamment les contraintes de la charte à faible impact. On pourrait exploiter plus tout en respectant cette charte. Aujourd'hui, ce qui va peut-être manquer, c'est des entreprises, en fait, des entreprises d'exploitation forestière, mais pas que des entreprises d'exploitation forestière, des scieries, pour pouvoir augmenter les volumes de bois. Il y a un objectif qui est de pouvoir sortir 210 000 mètres cubes de bois de forêt par an. C'est le volume qui a été estimé pour répondre à la demande locale. Mais pour cela, il faut davantage d'entreprises, d'exploitation forestière, de scieries, etc. Et puis surtout, ça vous a pas échappé, puis vous l'avez vu dans les dernières années avec la Niña, mais on est sur un territoire, on a une saison des pluies qui peut être des fois plus longue, voire et ce qui fait qu'on a des saisons sèches très courtes. Et donc, les bois, on peut les sortir de forêt qu'en saison sèche. Donc, et puis, pour aller chercher ces bois, il faut créer des pistes forestières. Et donc, ces pistes forestières, c'est pareil, on peut les créer qu'en saison sèche. Donc là, on a quand même une fenêtre de tir qui, certaines années, on l'a vu les dernières années, hein, vous avez vu la courbe là, de production de bois des dernières années, qui est très faible parce qu'on ne peut pas sortir les bois de forêt. Donc, il y a tout un process à mettre en place pour que, et comme l'a dit Anna, hein, il y a des fois des bois qui arrivent en Syrie et que vous trouvez en Syrie, ils ont été exploités il y a 3 ans avant, enfin abattus 3 ans avant, voire des fois peut-être même des fois 4 dans le pire des cas. Donc, parce qu'il y a tout le procès abattage, débuscage, débardage, sortie des bois, les sorties. Pardon, non, c'est pour compléter ce qu'il dit. S'il dit qu'on ne peut pas sortir les bois en saison des pluies, c'est parce qu'on ne roule pas sur les pistes et en forêt en saison des pluies pour ne pas abîmer les sols. Parce qu'en saison des pluies, les sols sont plus fragiles. Donc en fait, on se limite la sortie des bois en saison sèche pour justement limiter l'impact. Et c'est vrai que des saisons comme il y a eu 2020, 2021, 2022, où on a eu quasiment pas de saison sèche, surtout davantage en forêt dans les terres, il y a très peu de bois qu'on peut sortir de forêt. On va enchaîner sur la dernière question, parce que malheureusement, on est un peu limité en temps. Donc j'invite les personnes qui ont plus de questions à venir vous adresser directement aux intervenants après ça.
Bonsoir. Merci pour votre intervention. J'avais une question qui est un peu liée à la biomasse, à l'exploitation justement, vous avez expliqué de la forêt. C'est de valoriser en fait toute cette or vert en Guyane. Est-ce que ça ne va pas encore augmenter le prix justement de ce bois d'œuvre, puisque vous me parlez de bois d'œuvre à la base? Est-ce que moi qui ai par exemple 40 hectares, je ne vais pas avoir plutôt intérêt à fournir tout ce qui arrive aujourd'hui en biomasse? Et est-ce qu'eux, ils ne seront pas à même à offrir plus que du bois d'œuvre qui va augmenter de plus en plus? Je ne sais pas si vous comprenez le sens de ma question. Alors, je vais essayer de répondre. Si je suis à côté de la plaque, vous me le dites. Le prix de rachat de la biomasse n'a rien à voir avec le prix d'achat du bois d'œuvre. C'est-à-dire que quelqu'un qui vend son bois qu'il a sur les parcelles, il va forcément vouloir davantage le vendre en bois d'œuvre à des scieries ou autres, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes échelles de prix. Si ça répond à la question, je ne sais pas si... Oui, ça répond à ma question. Ok. Et puis à savoir aussi que si on arrive à diversifier les usages du bois, je l'ai dit, sur une grume à l'heure actuelle, on valorise que en bois d'œuvre, parce que la différence bois d'œuvre, bois énergie, c'était ça la différence si jamais on n'a pas été clair. Si on arrive à valoriser davantage de bois d'œuvre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur une grume on utilise 40% pour du bois d'œuvre et 60% pour du bois énergie, si on arrive à en valoriser davantage, le rendement est meilleur et normalement ça fait baisser les prix. Ça serait la logique. Ok, merci. Merci à tous. Comme je disais, malheureusement, on est un peu limité par le temps parce qu'il y a un karaoké qui arrive, donc on risque de passer sur des sujets assez différents. Mais si vous avez plus de questions, je vous invite à aller consulter directement nos intervenants ou aller vous adresser vos questions sur l'adresse ici à la CTBF ou à l'ONF, dont je ne doute pas que l'adresse de contact se trouve assez facilement sur Internet. Donc pour conclure, tout d'abord j'aimerais tous vous remercier de encore être venus nombreux à nos cafés des sciences et je vous invite au prochain qui se déroulera le vendredi 5 avril. Ce ne sera pas au Café de la Gare, ce sera à la Maison des Cultures et des Mémoires de Guyane à Rémire, où nous aurons l'honneur d'accueillir le GEPOG qui viendra parler du coup d'un sujet plutôt axé sur la biodiversité et sur les espèces invasives. Donc voilà, rendez-vous vendredi 5 avril pour la nouvelle édition des Cafés des Sciences. Et je vous remercie encore et vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci.